Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat, édition spéciale, puisque c'est ce matin que doit avoir lieu la nomination du Premier ministre. Une nomination qui se fait attendre. Emmanuel Macron fait durer le suspense et Matignon se prépare depuis ce matin à accueillir son nouvel hôte et à une passation de pouvoir. On retrouve tout de suite sur place Saveria Rojek. Bonjour Saveria, alors tout est prêt depuis ce matin à Matignon. Que se passe-t-il actuellement sur place ? Eh bien, beaucoup d'agitation, beaucoup d'allées et venues depuis tôt ce matin à Matignon. Ce que je peux vous dire, c'est que Bernard Cazeneuve, le convoi du Premier ministre, a quitté à l'instant l'hôtel Matignon, ce qui donc nous donnerait une indication que la passation de pouvoir ne serait pas imminente en tout cas, et je vous le disais, beaucoup d'agitation, beaucoup d'allées et venues. On a vu d'abord passer un camion des déménagements, puis la garde républicaine qui était en place donc pour cette passation de pouvoir. Eh bien, la garde républicaine a quitté l'hôtel de Matignon, la rue de Varennes. Et puis ce que je peux vous dire également, c'est qu'en tout cas dans la cour, les micros sont déjà installés. Et puis surtout, on a aperçu donc avant son départ Bernard Cazeneuve, un Bernard Cazeneuve très souriant, très détendu, qui a accompagné les invités et qui est venu ensuite glisser un mot à la presse. Quand on lui a demandé s'il connaissait le nom de son successeur, il a répondu je respecte les institutions, ce n'est pas moi qui nomme le Premier ministre. Voilà ce qu'on peut dire, Oriane, ce matin sur l'ambiance devant l'hôtel Matignon. Merci beaucoup Saveria, et vous nous faites bien sûr signe dès qu'il se passe quelque chose à Matignon. Et pour suivre, pour commenter cette nomination du Premier ministre qui devrait arriver, on l'espère, dans les minutes qui viennent, en tout cas dans la matinée, 4 invités sur ce plateau. Jefferson Desports, bonjour, vous êtes journaliste politique à Sud-Ouest. Jean-Philippe de Rosier, bonjour, vous êtes constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Lille 2. Olivier Roucan, bonjour, vous êtes politologue. Et Marie-Virginie Klein, bonjour, vous êtes conseillère en communication au cabinet Tilder. Alors, Olivier Roucan, on attend, c'est vrai, le nom de ce Premier ministre depuis ce matin. Il devait être annoncé normalement ce matin tôt, dans la matinée. Il se fait toujours attendre. Qu'est-ce qui peut expliquer que ce suspense dure ? Emmanuel Macron, depuis son entrée, depuis son investiture, rappelle il a lui-même employé l'expression le maître des horloges. On pourrait reprendre la formule mitterrandienne, laisser du temps au temps. Bref, c'est lui qui fixe la mesure et c'est conforme à la Constitution. À l'article 8, c'est un pouvoir propre, pas de contre-seing. Donc c'est lui qui décide de façon discrétionnaire. Il a bien maintenu le secret pendant assez longtemps. Donc il rappelle, et c'est conforme à son discours d'hier, que le président de la République décide discrétionnairement d'un certain nombre de choses, dont la nomination du Premier ministre. Et il veille bien à maintenir cette présidentialité. Jean-Philippe de Rosier, il peut rester le maître des horloges, Emmanuel Macron. Rien dans la Constitution ne l'oblige à quoi que ce soit concernant la nomination de ce Premier ministre ? Non, dans la Constitution, rien ne l'oblige à quoi que ce soit en termes de temps. Alors ensuite, il y a des exigences et constitutionnelles et pratiques. Il ne peut pas se passer d'un Premier ministre. Donc il va bien falloir qu'à un moment donné, il le nomme. Et évidemment, il veut montrer qu'il maîtrise les horloges, qu'il maîtrise le calendrier. Mais je pense que l'on est là face à un faux suspense. Ce sera dans la matinée. Il y aura d'abord l'annonce formelle qui se fera sur le perron de l'Élysée, classiquement par le secrétaire général de la présidence, Alexis Kohler. Et ensuite, mais seulement ensuite, la passation de pouvoir. Parce qu'avant de passer les pouvoirs, il faut connaître celui auquel on va les donner, et donc le nouveau Premier ministre. Et donc, effectivement, il fait durer un petit peu le suspense, il tient en haleine un petit peu les journalistes, mais je pense que d'ici quelques minutes, 1 heure grand maximum, on connaîtra le nom du nommé et du désigné. Mais il est juste de rappeler que c'est un pouvoir discrétionnaire du président de la République. Il peut choisir qui il veut. Et il y a un certain nombre d'exigences, je pense que l'on va y revenir, un certain nombre d'exigences politiques à respecter, mais du strict point de vue juridique, il peut nommer son jardinier, son chauffeur, Brigitte Macron ou Édouard Philippe. Alors il y a quand même une obligation, c'est que le président de la République doit être sur le sol français à ce moment-là et que Emmanuel Macron doit partir à Berlin vers 14h, 14h30 pour rencontrer la chancelière. Oui, mais juste pour revenir, ça rappelle malgré tout la technique qu'avait utilisée François Mitterrand lors de la première cohabitation, puisqu'il avait lui aussi pris un malin plaisir à laisser les journalistes aux aguets, et il avait annoncé la nomination avec retard. Donc c'est une technique de communication éprouvée.
celle de ménager ce suspense. Et pour répondre à votre question, le président peut nommer et tout à fait partir à Berlin. Je veux dire, au moment de la passation, le président n'a pas à être présent sur le territoire. Mais la nomination doit intervenir avant qu'il parte à Berlin. Non. Du point de vue juridique, il peut nommer depuis Moscou, depuis Berlin ou depuis où il veut. Il n'y a pas d'attachement territorial. Après, symboliquement, évidemment. Et lui qui veut respecter ce serait extrêmement surprenant que le président de la République, fraîchement élu, nomme son premier ministre en dehors du territoire français. Ce serait, je pense, également une faute politique. Mais juridiquement, ni la Constitution ni quelques textes réglementaires que ce soit n'imposent à ce qu'il soit sur le sol français au moment de la nomination. C'est peut-être une faute politique, d'autant plus qu'on l'a vu depuis hier que Emmanuel Macron cherche à représidentialiser cette fonction. Exactement. Ce qu'a bien réussi à faire hier Emmanuel Macron, et ce sur quoi on l'attendait, en tout cas d'un point de vue image et présidentialité, c'était de donner à cette image de nouveauté en politique, de fraîcheur et de jeunesse, un air de gravité. Et je crois qu'hier, tout au long de la journée, c'est ce qu'il a réussi à faire, non pas de façon morose ou exagérée, mais il a donné une densité à son personnage, une gravité. Et je crois que ce qui est important aujourd'hui de souligner, c'est qu'on est rentré dans une nouvelle dimension et que l'image d'Emmanuel Macron est en ce moment, aujourd'hui, en train d'être reconstruite à partir de zéro. Et pour rebondir donc juste sur ce que vous disiez, effectivement, on ne sait pas encore qui est le Premier ministre et il faut se méfier absolument des rumeurs, c'est très important. Mais effectivement, une technique qui est très souvent utilisée, et Nicolas Sarkozy à l'époque l'utilisait aussi, c'est de transmettre des rumeurs dans la sphère politico-médiatique et de voir comment prennent ces rumeurs. Et là, la rumeur Édouard Philippe, puisqu'on peut le nommer. Édouard Philippe, le député maire du Havre qui est donné favori pour Matignon. Voilà, cette rumeur circule depuis une semaine et on voit que ça prend bien. C'est-à-dire que les échos autour de lui sont plutôt favorables. Il n'y a eu absolument aucun démenti depuis. Et donc, on peut quand même s'attendre à ce que cette rumeur, qui a bien pris, soit une technique un peu pour prédisposer les balles. On peut penser qu'il n'y aura pas de surprise du coup de Jefferson. Attendons un peu. Le suspense va toucher à sa fin d'ici peu. On peut difficilement imaginer qu'Emmanuel Macron s'envole pour Berlin sans avoir nommé son Premier ministre. On l'a dit. Maintenant, ce qui est certain, pour revenir sur ce que disait et rebondir sur ce que disait Marie-Virginie, c'est qu'il y a des points de convergence entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Tous deux sont passés par le rocardisme pas très longtemps, mais ça fait un point d'accroche. Des parcours de diplômés, de surdiplômés. Édouard Philippe a fait Sciences Po, il a fait l'ENA. Il est aussi passé par le privé, on l'a un peu oublié, il est passé chez Areva. Donc comme Emmanuel Macron, il conjugue à la fois une expérience dans le privé et une expérience dans le public, dans la vie publique et dans la vie politique. Tout ça a créé quand même une dynamique et un faisceau de convergence qui alimente cette rumeur qui a été plutôt bien perçue et qui expliquerait aussi pourquoi ça n'a pas posé tant de problèmes que ça. C'est surtout, Olivier Roucan, Édouard Philippe, c'est surtout un très proche d'Alain Juppé. Il a fait campagne à ses côtés, il était à ses côtés depuis le début de la primaire. Ce serait un signal politique fort de la part d'Emmanuel Macron. Alors, un signal politique fort pour essayer, en effet, d'ouvrir son jeu vers la droite, puisque beaucoup remarquent que pour l'instant, son ancrage est plutôt situé du côté du Parti socialiste ou de sa suite. Ceci étant dit, avec un risque évident, qui est que les Républicains veillent bien, malgré tout. Et Alain Juppé lui-même, d'ailleurs, a resté fidèle à la marque LR. Et donc, le gain pourrait être électoralement bien inférieur à celui qui est escompté, parce que lorsqu'on regarde la structure du vote Macron au premier tour, vous avez 50% de sympathisants PS qui votent pour Emmanuel Macron, mais vous en avez 10 à 15 en fonction des instituts qui viennent des Républicains. Enfin, de Républicains qui votent pour Macron. Donc c'est un risque de nommer un Premier ministre de droite par rapport à ce vote de premier tour, et donc dans la perspective évidemment des législatives. Jean-Philippe de Rosier, ça pourrait lui faire perdre les électeurs de gauche qui ont voté pour lui à la présidentielle, ce choix d'un Premier ministre de droite ? Vous savez, avec Emmanuel Macron, pendant toute la campagne présidentielle, on a eu un côté, mais aussi l'autre. On a eu des mesures, mais aussi d'autres mesures. Et même jusqu'à hier, on a eu du beau temps, mais aussi de la pluie. Et donc, il essaye de renvoyer des gages. Là, Emmanuel Macron, depuis hier, et même depuis le 7 mai, il a deux missions
essentielles. Une, ne pas trahir son électorat, et deux, obtenir une majorité les 11 et 18 juin prochains. Et pour cela, il ne doit pas trahir son électorat. Son électorat est du 23 avril et du 7 mai. Et l'électorat du 23 avril, c'est déjà un électorat hétérogène. Et donc, il faut qu'il renvoie des signaux d'un côté et de l'autre. Il a un programme, il a des positions qu'il veut désormais appliquer. Mais pour ce faire, il a besoin d'une majorité. Lui-même est plutôt issu de la gauche. Donc la meilleure façon, c'est de nommer un Premier ministre qui est plutôt issu de la droite. Mais pas n'importe qui. Il ne va pas nommer un sarkozyste de la première heure. Il va aller choisir, si les pronostics sont exacts, quelqu'un qui effectivement a des origines lui aussi de la gauche, qui est une droite plutôt modérée, qui est jeune. Il ne pourrait difficilement nommer François Bayrou, même s'il est dans les starting blocks. Mais lui qui veut un renouvellement de la vie politique, François Bayrou, il ne date pas de la première heure. Donc il va aller choisir un Premier ministre qui a eu de l'expérience, et c'est là toute la difficulté, de l'expérience, mais également une certaine jeunesse, un très bon bilan dans sa ville du Havre, et qui incarne un renouveau et qui est ouvert. Et je pense que si il y a là un peu de suspense, c'est peut-être aussi parce que Édouard Philippe, qui est quand même qui a fait la campagne de Alain Juppé, qui est encarté les Républicains, qui n'a manifesté aucune ouverture formelle envers la République En Marche, doit subir un certain nombre de pressions de ses amis politiques, à commencer par François Baroin, je crois que ça a fuité d'ailleurs un petit peu dans la presse, en lui disant, François écoute, Baroin, fais bien... sénateur maire de Troyes qui mène la campagne des législatives. Tout à fait, et qui lui dit, écoute, fais bien attention à ce que tu vas faire. Et donc, je sais pas, mais j'aimerais pas être dans sa tête, à Édouard Philippe, là, en train de se dire, d'un côté, on m'offre Matignon sur un plateau, mais de l'autre, il va y avoir beaucoup de conséquences. Et c'est un pari à qui tout double, parce que s'il perd les élections législatives, il a tout perdu. C'est un pari risqué, Marie-Virginie Klein, pour Édouard Philippe. Alors, en tout cas, c'est un pari. Oui, effectivement, c'est un signal d'ouverture à droite très important et pour l'électorat qui s'apprête à voter dans quelques semaines. Mais c'est aussi un pari tout de même assez risqué parce que Édouard Philippe n'a rien à voir avec la droite, comme vous le disiez, la droite sarkozyste, la droite filloniste. Là, on est quelqu'un de proche de Juppé, donc il y a quand même toute une partie de l'électorat de droite qui ne se reconnaîtra pas dans Édouard Philippe. Alors certes, il a ce point commun avec Emmanuel Macron d'incarner une nouveauté, une fraîcheur, mais méfions-nous aussi de ce signal parce que moi je pense qu'il sera très attendu par l'électorat un petit peu dur, un peu wauquiésien et donc ce signal peut être effectivement à double tranchant. Jefferson, pour parler d'Alain Juppé, vous qui êtes journaliste à Sud-Ouest et qui suivez donc Alain Juppé, c'est vrai qu'il y a eu cette rumeur ce week-end d'un accord de gouvernement entre Alain Juppé et Emmanuel Macron avec la nomination d'Édouard Philippe, accord que Alain Juppé a démenti avec ce hashtag dont on a beaucoup parlé, j'hallucine. Est-ce qu'on peut imaginer qu'Édouard Philippe entre à Matignon sans l'assentiment d'Alain Juppé? Oui, Alain Juppé n'a pas l'habitude de retenir les gens. Donc, mais par contre, c'est un légitimiste, c'est un loyaliste à l'égard de sa famille politique. Et quand Alain Juppé a démenti cet accord de gouvernement passé avec Emmanuel Macron, il a aussi ajouté qu'il ne lui avait pas parlé. Mais ceci étant, si Édouard Philippe rentre, la réaction d'Alain Juppé n'est pas forcément connue d'avance. Pour l'instant, il fait la campagne LR-UDI. Il le rappelle, en Gironde, il y a 12 candidats LR-UDI investis et ils ont 12 candidats En Marche devant eux. Donc ceux qui pensent que parce qu'un proche d'Alain Juppé rentre à Matignon, on va voir le maire de Bordeaux retourner sa veste, je pense que c'est un peu mal le connaître. Qu'il soit gêné aux entournures, c'est certain. Édouard Philippe est un de ses lieutenants. C'est la droite modérée, comme on le disait. Et d'un point de vue stratégique pour Emmanuel Macron, il a plus intérêt à déstabiliser, soyons cyniques, plus intérêt à déstabiliser la droite que la gauche. Le PS est en lambeaux, miné par les divisions et totalement sonné par l'échec de Benoît Hamon et ses 6%. Donc de ce côté-là, il est à peu près tranquille. Il peut incarner sur cette aile-là. Maintenant, à droite, il y a un vrai pari. Mais c'est pas parce qu'il va nommer Édouard Philippe que c'est un gage de réussite. Là, il faut rester extrêmement prudent parce que, comme on l'a dit autour de ce plateau, la droite sarkozyste, qui est proche de Wauquiez ou de Fillon, ne s'est pas reconnue déjà. Je vous renvoie à la primaire de la droite. C'est une défaite totale pour les juppéistes et ce centre. Néanmoins, pour Emmanuel Macron, qui a entrepris de réinventer le centre, prendre Édouard Philippe, c'est ramener une fois encore la barre au milieu et tenter de jouer un équilibre en étant à la fois et de droite et de gauche, moins que ni de droite ni de droite. Mais est-ce qu'on peut imaginer, Olivier Roucan, je reposais la question, qu'Édouard Philippe entre à Matignon sans avoir l'accord d'Alain Juppé, dont il est très proche et avec qui il a fait campagne depuis des mois? On ne peut pas retenir quelqu'un. Oui, sans l'accord. D'ailleurs, ça ne se pose pas forcément en ces termes. Le terme accord est un peu... tout ne se dit pas, il y a des indices. Mais non, tout à fait. Édouard Philippe
Philippe peut tout à fait accepter. Simplement, encore une fois, ce qu'il risque de gagner un peu à droite, il peut perdre plus à gauche avec cette démarche. C'est vraiment le risque de cette décision. Et je ne pense pas que, même si le Parti socialiste est très affaibli, que l'électorat, une partie dans tous les cas, ne puisse pas se reporter sur un vote du Parti socialiste et pas d'un candidat à la présidentielle. Au cas par cas, ça, je pense. Cas par cas, dans certaines circonscriptions. Ouais. Oui, mais c'est bien de cela que nous évoquons là. Après, l'électorat, la victoire d'Emmanuel Macron montre aussi que l'électorat a adhéré à ce nouveau positionnement et de droite et de gauche, à la faveur, il est vrai, de l'effondrement d'un candidat socialiste qui, lui, était quand même très clairement ancré à gauche, qui a battu l'aile social-démocrate, qui a mis Emmanuel Valls à terre et emporté avec lui la fin de la Hollandie. Donc ce pari, moi je pense que c'est plus un pari qu'un risque, même si les deux vont de pair, mais on joue sur les mots là. Mais de toute façon, Emmanuel Macron est obligé de faire un pari. Il est dans la transgression depuis le début, il faut qu'il aille jusqu'au bout. Jean-Philippe de Rosier, la nomination d'Édouard Philippe, ou en tout cas d'un membre des Républicains, ce serait l'illustration de ce que cherche à faire Emmanuel Macron depuis un an, finalement, mettre fin à cette opposition droite-gauche. Oui, tout à fait. Transcender les clivages. Transcender les clivages, comme je le disais tout à l'heure, en donnant des gages à droite et à gauche. En réalité, il n'est pas ni de droite ni de gauche. Il est et à droite et à gauche. Et c'est ainsi qu'il a su rassembler et se positionner en tête dès le premier tour le 23 avril et qu'il veut rassembler une majorité pour pouvoir gouverner pendant les cinq prochaines années. Tout à l'heure, je disais que sa première mission, c'est de ne pas trahir son électorat et j'avais évoqué sa seconde mission qui était d'obtenir une majorité. Parce que le pire des scénarios, en réalité, il y en a 3 des scénarios possible. Le pire d'entre eux, c'est une cohabitation. Et c'est-à-dire que les Républicains, qui, on se souvient, il y a quelques mois à peine, c'est moins de 6 mois, étaient lancés dans une élection qui était imperdable pour eux, qu'ils ont quand même réussi à perdre pour les raisons que l'on connaît. Et bien maintenant, ils veulent leur revanche. Excite François Fillon, excite les affaires. On a nommé une nouvelle personnalité, François Baroin, qui est chargé de la campagne des législatives et qui est là pour envoyer une majorité, les Républicains, à l'Assemblée nationale et effectivement récupérer le pouvoir qu'ils n'ont pas pu obtenir à la présidence de la République. Le deuxième scénario possible pour Emmanuel Macron, c'est d'avoir une France morcelée, une France divisée en 4 ou en 5, avec 4 ou 5 avec 4 ou 5 groupes qui oscilleraient entre 50 et 150 députés, qui rendraient les choses difficilement gouvernables et qui obligeraient à des compositions de majorité au cas par cas, texte par texte. Et le meilleur des scénarios pour lui, c'est d'obtenir une majorité au moins relative, mais quand même substantielle, de 250 députés au moins, pour les députés En Marche. Ce qui lui permettrait, avec au moins un autre groupe ou des abstentions, de pouvoir obtenir plus régulièrement une majorité. Et c'est ça qu'il cherche à faire. Et donc, il faut le MoDem, parce que le MoDem aura un groupe indépendant. Le MoDem aura un groupe indépendant, mais c'est pour ça que s'il y a 250 députés En Marche et une trentaine de députés MoDem, déjà on est à 280, la majorité absolue est à 289, donc on est quand même très proche. Et en allant chercher un Premier ministre, les Républicains, évidemment, il leur coupe l'herbe sous le pied. Et il permet de récupérer un peu d'électorat. S'il a un Premier ministre compatible, juppéiste en l'occurrence, pour voter des textes, il manque une vingtaine de voix, il pourra s'appuyer sur les députés proches de sa mouvance-là. Donc il pourra aussi travailler malgré une absence de majorité. On va revenir sur cette question législative et de la majorité, mais on va refaire un petit détour par Matignon, retrouver Saveria Rojek. Matignon, Saveria, où on attend toujours la nomination du Premier ministre. Absolument, Ariane, on attend toujours ici donc cette nomination. Bernard Cazeneuve, le convoi de Bernard Cazeneuve a quitté l'hôtel de Matignon il y a maintenant une demi-heure, ce qui indique donc que la passation de pouvoir n'aurait pas lieu dans les moments qui viennent peut-être en début d'après-midi. Mais pourtant dans la cour de l'hôtel Matignon, tout est prêt, les micros ont été installés, mais la garde républicaine, elle, n'est toujours pas revenue. Alors c'est Bernard Cazeneuve qui accueillera bien sûr le nouveau Premier ministre. Ils s'isoleront ensuite peut-être pour un entretien en tête-à-tête, l'occasion bien sûr d'échanger sur les dossiers en cours. Puis ils s'exprimeront à tour de rôle sur le perron dans la cour juste derrière moi. Des premiers mots bien sûr, Oriane, qui seront attentivement suivis. À tout à l'heure, Saveria. Merci beaucoup pour ces précisions depuis Matignon. Alors, on parlait de cette législative. C'est bien sûr la prochaine étape pour Emmanuel Macron.
et c'est le Premier ministre qu'il va nommer aujourd'hui qui sera chargé de mener cette bataille. Est-ce qu'Édouard Philippe est le mieux placé pour mener la bataille des législatives pour Emmanuel Macron ? Alors là, bien malin, celui qui peut répondre. Je pense qu'il a été dit que, en effet, ça pourrait permettre éventuellement de consolider sur la droite quelques ralliements. Il faudra voir la composition du gouvernement et un dosage très fin à mettre en place, sans doute, avec à la fois la question de la régénération politique, mais aussi du dosage droite-gauche. Bon, d'ailleurs, sur la jeunesse, puisqu'on en a fait un argument quasi politique, on voit bien que c'est Emmanuel Macron qui a intérêt à monopoliser cet avantage. Donc, à nommer un Premier ministre qui lui ressemble trop, il va se retrouver aussi dans les dysfonctionnements du binôme lorsque les deux personnalités sont trop proches sur le plan de l'incarnation. On a déjà vu ça par le passé. Je rappellerai rapidement le binôme François Hollande de Jean-Marc Ayrault. Donc ça, c'est une erreur à ne pas rééditer. Voilà, alors vous me parlez d'Édouard Philippe, on voit là peut-être que ça pourrait éventuellement poser un problème. Et puis il y a la question, encore une fois, autre remarque, des Républicains. Les Républicains sont davantage en ordre de marche qu'on ne l'a dit après la présidentielle. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'ils verrouillent et que les parlementaires qui seraient prêts à quitter les Républicains pour aller rejoindre la République en marche, alors avant ça semble peu envisageable, mais même après, une fois élu, je ne sais pas s'il y a beaucoup à attendre sur ce que vous disiez tout à l'heure, sur le fait qu'il y aurait un groupe qui serait prêt à travailler avec un Premier ministre et Emmanuel Macron. Allez-y, Marie-Virginie Klein. Pardon, je partage votre constat. Donc, on parle de Paris, qui va attirer la droite et les droites, en fait, pourrait-on dire. L'autre Paris, c'est effectivement, en choisissant Édouard Philippe, il prendrait d'une certaine façon une forme de copie. Et moi, je m'interroge sur la capacité d'Édouard Philippe à rassurer. Il l'a dit, Emmanuel Macron, c'est une de ses phrases, tout le monde pensait que c'était impossible, mais il ne connaissait pas la France. C'est vrai que les Français ont pris un risque, d'une certaine façon, à élire un président de 39 ans, expérimenté dans des domaines, mais qui ne sont pas forcément les domaines habituels. En choisissant quelqu'un de 46 ans, qui certes est un parlementaire, il ne choisit pas non plus quelqu'un d'expérience. Et on peut se demander, au moment de mettre son bulletin de vote pour les législatives, si on se dit, est-ce que vraiment je suis rassurée par ce choix-là ? Oui, juste pour abonder dans ce que vous disiez, c'est que derrière le choix d'Édouard Philippe, n'oubliez pas que toutes les investitures ne sont pas encore faites du côté d'En Marche. L'idée, c'est que quand même, envoyer un ministre de droite, c'est prendre d'autres candidats aux législatives, obtenir des ralliements. Et ça ne pourra pas forcément se mesurer à la seule nomination d'Édouard Philippe. Il va falloir voir si dans le gouvernement, d'autres personnalités de droite d'envergure rentrent et on voit se dessiner une sorte de pack d'élus de prise de guerre à droite qui peuvent créer cette dynamique et inciter quelques barons à transgresser eux aussi, passer de l'autre côté et faire cette campagne législative sous la bannière En Marche. Si jamais il n'y a qu'Édouard Philippe et que peut-être une ou deux personnalités de droite, mais de moindre envergure, c'est pas dit que ça crée la dynamique et que ça crée la déstabilisation qu'il attend. Donc, le nom d'Édouard Philippe, s'il sort, ce sera une première étape. Maintenant, il faudra voir, ce sera à l'aune, bien sûr, ce sera quand même à l'aune de toute la composition du gouvernement et on verra vraiment quel est le dosage dont vous parliez, mais il sera déterminant pour éventuellement d'autres prises de guerre. Jean-Philippe de Rosier, si toutefois Édouard Philippe entre à Matignon, ça ne créera pas forcément la dynamique qu'espère Emmanuel Macron. Moi, je crois que si. Je crois que ça peut au contraire, justement, pour les éléments que j'ai déjà avancés tout à l'heure, je crois que ça peut justement l'engranger parce que, encore une fois, Emmanuel Macron est plutôt issu de la gauche. Il est entouré essentiellement de personnalités plutôt issues de la gauche. Gérard Collomb, Richard Ferrand, qui sont pas des socialistes amonistes, pas la gauche du Parti socialiste, mais qui sont quand même initialement encartés au Parti socialiste. Bon, il faut qu'il s'ouvre davantage, mais parmi les personnalités politiques, bon, il y a François Bayrou qui l'a rejoint, il y a Jean-Baptiste Lemoyne qui l'a rejoint, mais En Marche, initialement, c'est Emmanuel Macron, ministre du gouvernement Valls, président Hollande, Richard Ferrand, député socialiste, Gérard Collomb, sénateur socialiste. Bon, c'est quand même plutôt orienté à gauche. Donc là, il faut qu'il donne des gages à la droite. Il faut qu'il montre qu'il ne trahit pas son électorat, parce que s'il nomme un Premier ministre de gauche, ça va être problématique. Mais ce que je voulais signaler, c'est que dans notre jargon de constitutionnaliste, on parle à propos des nominations des Premiers ministres d'un théorème que l'on a coutume d'appeler le théorème Carcassonne, du nom non pas de la ville, mais de ce fin analyste des institutions politiques qui était Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'université Paris-Nanterre, et disparu trop tôt, qui indiquait que le
le premier Premier ministre d'un quinquennat n'est jamais une surprise, le deuxième Premier ministre d'un quinquennat, toujours. Le premier Premier ministre d'un quinquennat n'est jamais une surprise parce que quand bien même le président a un pouvoir discrétionnaire, il a, au moment où il arrive au pouvoir, ses preuves à faire, montrer qu'effectivement, il est celui que les Français ont choisi et donc il ne peut pas devoir en plus justifier de son choix d'un Premier ministre qui se tirait de nulle part et il doit nommer celui qui s'impose à lui, qui lui a permis d'accéder au pouvoir, qui l'a soutenu. Et là, on est dans un contexte assez différent, mais on est dans une présidentielle inédite. C'est la première fois que l'on a un président de la République du centre. Une élection présidentielle se gagne toujours au centre, mais n'est jamais gagnée par le centre. Toujours quelqu'un qui réussit à rallier le centre. Là, on a un président de la République centriste. Donc, on est dans l'inédit. On est dans l'inédit du fait de son âge également, de son, non pas inexpérience, j'aime pas le mot, mais de sa jeunesse également politique. Car il y a 3 ans, il n'avait pas de carrière politique. Et tout cela montre qu'effectivement, il rompt avec un certain nombre de codes. Pas tous, il reste fidèle aux institutions. Et je crois que la nomination d'une telle figure comme Premier ministre, Édouard Philippe ou un autre qui serait dans sa ligne, à savoir la jeunesse, une certaine expérience de l'État, du Parlement, mais qui ne s'est pas investi dans sa campagne électorale, qui permet de rallier un autre camp que celui qui s'est déjà associé, rentre dans une dynamique. Et là, la première mission, j'insiste, c'est de gagner les élections législatives. Rien ne dit que le Premier ministre qui va être nommé aujourd'hui sera le même que celui qui sera nommé le 19 juin au lendemain des élections législatives. Sur ce point, il a été clair, Emmanuel Macron. Il a toujours dit que celui qui allait nommer, c'était quand même pour durer. Oui, on parle d'Édouard Philippe depuis tout à l'heure comme possible Premier ministre à Matignon. Il est vrai qu'il est donné favori depuis plusieurs jours. Mais qui est-il? Je vous propose tout de suite de regarder son portrait. Édouard Philippe, député et maire du Havre Les Républicains, se revendique d'une droite humaniste et sociale, compatible avec la ligne d'Emmanuel Macron. Élevé dans une famille de gauche, il prend d'abord sa carte au PS et soutient Michel Rocard. Virage à droite en 2002, Alain Juppé lui propose de participer à la fondation de l'UMP. Il sera ensuite son conseiller spécial au ministère de l'écologie, puis son porte-parole en 2017 pour la primaire de la droite. Édouard Philippe est un homme de grande qualité pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'amitié. Il a été mon bras droit lorsque j'ai créé l'UMP en 2002 et nous n'avons pas cessé de travailler ensemble depuis lors. Édouard Philippe a suivi le même parcours que le nouveau chef de l'État. Passé par une classe préparatoire Hippocagne, il intègre ensuite Sciences Po Paris, puis l'ENA. À sa sortie, il travaille au sein du Conseil d'État. Comme Emmanuel Macron, il a connu plusieurs expériences dans le privé, dans un cabinet d'avocats américains, puis chez Areva. Marie-Virginie Klein, on vient de voir ce portrait d'Édouard Philippe. C'est vrai qu'il a connu un parcours classique politiquement, Édouard Philippe. Mais on le rappelait, dans sa jeunesse, il a été militant socialiste. Il militait surtout pour Michel Rocard. Aujourd'hui, il est membre des Républicains. Est-ce que c'est l'homme parfait pour incarner l'esprit d'ouverture que cherche à incarner Emmanuel Macron ? Alors tout à l'heure, on parlait justement d'un président centriste. Alors moi, je ne sais pas s'il est centriste ou s'il n'est plutôt ni de gauche ni de droite. Je repense aux tribunes là qu'Édouard Philippe publiait régulièrement dans Libération. Dans l'une d'entre elles, il disait, et là-dessus il s'accorde parfaitement avec Emmanuel Macron, il disait le vrai clivage, il n'est pas à droite et il n'est pas à gauche. Le vrai clivage, il est entre l'ordre et le mouvement. Donc là, c'est exactement ce qu'incarne à la fois ce nouveau gouvernement, ce nouveau Premier ministre, si c'était lui qui était élu. Donc effectivement, je pense qu'il il est totalement, si on peut dire ça, macro-compatible. En revanche, encore une fois, moi je m'interroge sur sa capacité réel à rassurer l'électorat qui a peut-être un peu peur à la fin de rentrer dans un gouvernement start-up, hein, comme on le dit beaucoup, et sur est-ce qu'ils se connaissent suffisamment, est-ce qu'ils vont être amenés à travailler énormément, voilà. Et la dernière question qui se pose au sujet d'Édouard Philippe, c'est sur sa capacité à gérer le Parlement, puisque le Premier ministre sera celui qui sera en charge de gérer toutes les relations, entre autres avec le Parlement et les élus. Sera-t-il capable de rassembler les nouveaux élus qui seront au Parlement? Ça, c'est une autre interrogation. Jean-Philippe de Rosier, Marie-Virginie Klein disait à l'instant, est-ce qu'ils se connaissent suffisamment? C'est vrai que c'est plutôt rare, dans la 5e, d'avoir un président de la République et un Premier ministre qui finalement se connaissent si peu.
Oui, ça c'est assez exact. Les premiers ministres, enfin le président de la République connaît assez bien son Premier ministre. Le Premier ministre, comme je le disais tout à l'heure, le premier Premier ministre d'un quinquennat aujourd'hui, d'un septennat autrefois, était celui qui avait permis et qui avait contribué à la victoire du président de la République. Donc forcément, ils étaient assez proches. Là, je ne suis dans l'intimité ni de l'un ni de l'autre, ni d'Emmanuel Macron ni d'Édouard Philippe. Et visiblement, ils se connaissent un petit peu, mais ils n'ont pas une connaissance politique. Ils n'ont pas milité ensemble, ils n'ont pas mené des combats politiques ensemble. Et donc, effectivement, il faut connaître un petit peu son Premier ministre, mais il ne faut pas non plus trop le connaître. Ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au binôme François Hollande-Jean-Marc Ayrault a été, de mon point de vue, une erreur, et la première erreur qui a été très chère pour François Hollande, c'est-à-dire qu'il a nommé son double à Matignon. Jean-Marc Ayrault s'était imposé dans la campagne, il avait largement contribué à la victoire de François Hollande en fédérant les députés socialistes, mais je pense que la personnalité qui s'imposait davantage à François Hollande, c'était sa pire ennemie, c'était Martine Aubry, et je crois qu'il se serait épargné bien des déconvenues s'il l'avait nommé elle. On ne refait pas l'histoire. Là, encore une fois, on est dans l'innovation, dans l'inédit. Après tout, ça peut marcher. Ça peut marcher. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir qu'Emmanuel Macron a dit que effectivement le Premier ministre est là pour durer. Idéalement, oui, bien sûr. Sous réserve qu'il remporte les législatives. Et ben voilà, nous sommes bien d'accord. Mais dans l'état d'esprit, c'est ce qui préside à cette décision-là. Après, sur ce que vous dites, finalement, ça revient surtout à poser la question de la confiance. Si c'était Édouard Philippe, on emploie toujours le si. Ils ne se connaissent pas forcément, ils n'ont pas fait la campagne ensemble, et ça revient à imposer ce lien de confiance qui est normalement incontournable entre le président et son Premier ministre. Or là, dans la façon dont Emmanuel Macron veut agir, lui a déjà fait savoir que sa parole serait rare et que ce serait surtout le Premier ministre qui serait mis en avant. Donc le Premier ministre, finalement, on va retourner à un exercice plein des institutions, c'est-à-dire que le Premier ministre va gouverner et le Président va prendre de la hauteur. Il en revient à une pratique gaullienne des institutions. Donc peut-être que c'est la fin de l'hyper-présidence, Olivier Roucan, si Édouard Philippe entre à Matignon. De toute façon, c'est le paysage qui va sortir des législatives qui risque de sonner la fin. Enfin, hyper-présidence, il faudrait revenir sur ce thème et le décortiquer. Mais disons qu'un premier ministre, c'est le centre de gravité de la majorité et des accords qui sont passés bien avant. Or là, comme il a été dit, on ne sait rien, c'est-à-dire c'est l'inconnu. Donc le choix du Premier ministre n'obéit pas aux règles classiques, par exemple de la nomination de Pierre Mauroy en 80 ou préalablement, pourquoi pas, de Michel Debré au tout début de la Ve République. Alors est-ce que c'est un style gaullien ? Là encore, c'est assez... Dans le cadre du quinquennat, moi je ne vois pas un retour du style gaullien parce qu'il manque 2 ans pour être tout à fait clair. Je veux dire par là que le président sur les grandes orientations, le Premier ministre qui va s'occuper des affaires de la conjoncture intérieure et du quotidien, très bien sur le papier, sauf que dans un quinquennat, ça me semble, la longue durée, elle me semble, par le fait institutionnel, trop contrainte. Et donc, retour à l'esprit du début, je n'y crois pas trop, moi. Jean-Philippe Rosier sur cette question. Moi, je ne partage pas cette analyse parce que, en réalité, aucun président de la République, ni De Gaulle, ni Jacques Chirac, qui a été le dernier à être élu pour un septennat, n'avait le pouvoir pour 7 ans. Vous pouvez se dire, au moment où il arrivait au pouvoir, je l'ai pendant 7 ans. Parce qu'il y avait toujours l'échéance des législatives, à un moment donné ou à un autre. Donc, l'horizon était toujours raccourci par rapport à ce septennat. En revanche, Emmanuel Macron voudrait incarner une pratique gaullienne, réincarner une pratique gaullienne, à savoir un président de la République qui est en charge de l'essentiel, comme le disait le général de Gaulle, et un Premier ministre qui est là pour durer et endurer, comme le disait là encore le général de Gaulle. Et je crois qu'effectivement c'est ça qu'il veut rétablir. Vous avez dit tout à l'heure la fin de l'hyperprésidence. À mon sens, l'hyperprésidence est finie depuis bien longtemps, et ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, ni Jacques Chirac avant eux, qui sont les 3 premiers présidents de la République à avoir été élus pour un quinquennat, n'étaient des hyper-présidents. En revanche, ils avaient un faire-savoir qui montrait notamment Nicolas Sarkozy avec sa présidence hyper médiatisée,
qui voulait montrer qu'il avait plein de pouvoirs. Comme d'un collaborateur. En effet, mais Nicolas Sarkozy avait beaucoup moins de pouvoir que Georges Pompidou, parce qu'il devait composer avec l'Union européenne, parce qu'il devait composer avec la décentralisation, parce qu'il devait composer avec les firmes multinationales, parce qu'il devait composer avec les autorités administratives indépendantes. Georges Pompidou, à l'époque, depuis son bureau à l'Élysée, même s'il n'était pas dans le faire savoir, mais plus dans le savoir-faire, effectivement, discrètement, mais contrôler tout. Aujourd'hui, il y a un problème à Florange, l'État est en peine de savoir comment gérer ça. À l'époque de Georges Pompidou, il aurait décroché son téléphone et appelé le ministre de l'Industrie. Il a dit, j'ai entendu dire qu'il y a des problèmes à Florange, réglez-moi ça. Et une banque d'État aurait renfloué les caisses et plus personne n'en aurait entendu parler. Oui, là-dessus, je suis entièrement d'accord. Simplement, revenir sur la pratique gaulienne des institutions, au-delà de ce qui a été dit, c'est aussi l'utilisation des pouvoirs propres, et dont le référendum et la dissolution. Et là-dessus, on voit bien quand même qu'au temps du quinquennat, eh bien, ce sont des outils qui sont pas tombés en désuétude, mais enfin dont l'usage est moins facile qu'au début de la Ve République ou dans tous les cas dans les premières décennies. Donc l'usage gaulien, il faut le définir. Mais par rapport à ce que vous avez dit, on comprend bien l'entame qui a été d'ailleurs très visible hier et marquée de façon symbolique. On comprend bien l'esprit. Mais là où j'émets des réserves, c'est sur la capacité de s'y tenir du fait de la démocratie instantanée, du fait de ce rythme raccourci qui s'est imposé même aux institutions avec la réforme. Oui, mais regardez, la démocratie instantanée, mais là, il nous fait tous poireauter, il est le maître des horloges. Donc on n'est plus si instantané que cela, on ne sait pas. Sur la pratique gaullienne, hier, il y a plusieurs mots qui sont revenus qu'il a utilisés dans toute sa campagne, c'est rassembler, réconcilier, et surtout une expression, une formule, je ne céderai sur rien. Et c'est précisément sur cette formule-là qu'il va être attendu au tournant, parce que s'il y a bien une formule qu'on va lui rappeler à l'épreuve de sa politique et de son quinquennat, ça va être celle-ci. Parce que maintenant, qu'est-ce qu'on va attendre de voir? C'est justement s'il tient ou s'il cède. Et quand vous vous engagez dès vos premiers mots à dire « je ne céderai sur rien » vis-à-vis des engagements pris devant les Français, ça veut dire qu'il veut appliquer son programme, y compris sur la réforme du Code du travail. On va revenir sur le discours qu'a prononcé Emmanuel Macron hier lors de la cérémonie d'investiture, hier matin à l'Élysée. Emmanuel Macron qui, dans son premier discours de président de la République, s'est inscrit dans la continuité de tous ses prédécesseurs qu'il a tous cités nommément. On l'écoute. Le monde entier sera attentif à la parole de la France. Parce que nous aurons su dépasser ensemble nos craintes et nos angoisses. Nous donnerons ensemble l'exemple d'un peuple sachant affirmer ses valeurs et ses principes, qui sont ceux de la démocratie et de la République. Les efforts de mes prédécesseurs en ce sens ont été remarquables et je veux ici les saluer. Je songe au général de Gaulle, qui œuvra pour redresser la France et lui rendre son rang dans le concert des nations. Je songe à Georges Pompidou, qui fit de notre pays une puissance industrielle majeure. À Valéry Giscard d'Estaing, qui sut faire entrer la France et sa société dans la modernité. À François Mitterrand, qui accompagna la réconciliation du rêve français et du rêve européen. À Jacques Chirac, nous donnant le rang d'une nation sachant dire non aux prétentions des va-t-en-guerre. À Nicolas Sarkozy, ne comptant pas son énergie pour résoudre la crise financière qui avait si violemment frappé le monde. Et je songe bien sûr à François Hollande, faisant œuvre de précurseur avec l'accord de Paris sur le climat et protégeant les Français dans un monde frappé par le terrorisme. Leur œuvre, surtout ces dernières décennies, s'est trop souvent vue empêchée par un climat intérieur délétère, par le découragement de Françaises et de Français, s'estimant injustement défavorisés, déclassés ou oubliés. Ce que la France avait à dire au monde s'est parfois trouvé affaibli par une situation nationale percluse d'inquiétude, voire de défiance. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, le temps est venu pour la France de se hisser à la hauteur du moment. Olivier Roucan, c'était important qu'Emmanuel Macron s'inscrive dès son premier discours dans les pas de ses prédécesseurs comme il l'a fait hier.
Oui, parce que, comme il a été dit, l'innovation, c'est important, mais il faut rassurer. Et là, c'était une transition très importante pour lui, où aucun faux pas n'était permis, parce qu'il incarne parfaitement le renouvellement, la jeunesse, mais il doit entrer dans se rigidifier, se statufier, j'allais presque dire, pour bien indiquer qu'il correspond à la fonction. Or, Emmanuel Macron, on le connaît peu, finalement. Et on le découvre. Et là, hier, il a vraiment, j'allais dire, bien géré sur le plan de la communication son entrée en fonction. Donc les deux corps du roi se sont bien mis en phase. Et s'inscrire dans la mémoire nationale, il peut en plus en livrer son interprétation, parce qu'on voit bien que le contexte est celui du trouble des repères. Donc il peut en livrer une interprétation de façon assez charismatique, parce que les repères coutumiers vacillent. Donc pour lui, c'est vraiment un moment où il peut forger finalement sa présidentialité, livrer l'interprétation de la mémoire des anciens présidents, la mettre à son profit, et il va pouvoir inscrire sa marque. Donc ça, c'était véritablement un discours de ce point de vue très intéressant. Jean-Philippe de Rosier, c'est un discours qui lui a permis de se présidentialiser un peu plus? Ah, complètement. Complètement. Emmanuel Macron, le président de la République, a, depuis qu'il est élu, on va dire qu'il est élu le 7 mai à 20h, prononcé 3 grands discours de président de la République. Et très clairement, de mon point de vue, c'est le meilleur qu'il ait pu prononcer. Ouais. Et d'ailleurs, je ne pense pas que c'eût été délibéré, mais il est bon que le meilleur soit depuis le palais de l'Élysée, c'est-à-dire au moment où il entre en fonction et qu'il est chez lui. Et effectivement, c'était un discours qui marque la figure du président. Et hier, toute la... j'allais dire la mise en scène, mais effectivement c'est ça. Tous les mouvements de ce président qui est le plus jeune de l'histoire constitutionnelle française. On dit parfois de la Ve République, mais il est plus jeune que Louis-Napoléon Bonaparte, de quelques mois certes, mais il est plus jeune que Louis-Napoléon Bonaparte. Il avait 40 ans. Et donc il se présidentialise de plus en plus, et je pense que nombreux étaient ceux qui déjà ne croyaient pas à son élection, même jusqu'au dernier moment, et nombreux étaient ou sont encore ceux qui disent un président de la République de 39 ans pour l'une des premières puissances mondiales, où va-t-on ? Comment va-t-il réussir à piloter, à diriger la France, pour reprendre les propos de François Hollande hier, à rassurer, à rassembler, à peser dans le monde, à peser dans les institutions, et d'autant plus qu'il n'a pas une très longue expérience politique. Et là, il montre, je crois, par un effort de communication, mais pas seulement, par des mots choisis, par une posture, qu'il a un sens de l'État, qu'il sait incarner la République, qu'il sait incarner la fonction, et qu'il va poursuivre l'exercice présidentiel à l'instar de tous ses prédécesseurs, en y marquant sa propre pratique. Il y a l'exercice qui perdure et les pratiques qui sont personnelles, mais on reste dans un président. Marie-Virginie Klein, sur ces mots, sur cette posture dont parle à l'instant Jean-Philippe de Rosier, est-ce qu'on peut dire qu'hier, lors de sa première journée de président de la République, Emmanuel Macron a réalisé un sans faute? Alors, en tout cas, les commentaires autour c'est-à-dire il connaît très bien cette société, et il sait que nous sommes tous des décrypteurs et que chacun de ses mots, de ses faits et gestes allait être décrypté. Donc là, je crois que sur le symbole, les messages envoyés à travers la voiture, qu'il a pris une voiture militaire et non la limousine habituelle, à travers aussi la façon dont il a pris le temps, je crois que là, on a quelque chose d'important à dire autour du temps. Il a effectivement pas fait d'erreur symbolique comme il avait pu le faire à la Rotonde le soir du premier tour. Juste pour revenir sur ce rapport au temps et donc sur la gravité qui va avec, en symbole, quand il a traversé la cour de l'Élysée, il a marché avec une extrême lenteur. Et ça, je crois que tout le monde l'a repéré. C'était presque étonnant, presque exagérément lent. Quand il a terminé son discours et qu'il a salué les personnes dans la salle, dans le palais de l'Élysée, dans la salle des fêtes, il a pris le temps, avec chacune des personnes présentes, d'être salué, d'avoir un petit mot pour chacun, etc. De la même façon à l'hôtel de ville. Et là, aujourd'hui encore, on en fait l'expérience. Avec les anciens combattants, où il a pris énormément de temps. Exactement. Donc, pour moi, j'ai l'impression, et même là, en nous faisant patienter, avant de nous donner enfin le nom du Premier ministre, il veut reprendre le contrôle du temps. Et je dirais que c'est presque un des actes symboliques majeurs depuis hier. Deux choses sur le discours. Quand il cite, il fait référence à tous les anciens présidents de la République, il montre déjà
qu'il se situe au-dessus des partis. C'est une donnée importante pour un président de la République, surtout qui veut être de gauche et de droite. Il est clairement dans sa stratégie. Il s'approprie toute cette histoire-là pour mieux en profiter et envoyer un signal à tout le monde. C'est le président de tous les Français. Donc sa stratégie sur les législatives doit fonctionner aussi à travers ce message-là. Et il ne faut pas oublier qu'au moment où il parle, François Hollande, lui, arrive à Solferino au siège du Parti Socialiste pour vanter son bilan, pour être le propre VRP de son action qu'il a conduite ces 5 dernières années. Le télescopage de ces deux événements est assez désastreux pour le président sortant, alors que son successeur est en train de donner sa ligne de conduite pour le pays pour les 5 années à venir, qui est en train de poser les grandes bases de son quinquennat et les principes qui guideront son action. Vous avez son prédécesseur, qui lui rappelle qu'il a fait l'accord sur le climat, etc., dans une enceinte du Parti Socialiste qui est quand même bien mal en point et pour lequel, si le PS en est là, il aurait aussi une responsabilité là-dedans, quoi. Donc, Olivier Roucan, allez-y. Non, mais sur le climat, Emmanuel Macron, lors de son investiture, en a parlé. C'est précisément ce qu'il a retenu. Mais ça, c'est important. Non, mais ça, c'est important. Mais si vous voulez, quand vous avez quand même le nouveau président investi, qui fait son discours, et qu'au même moment, vous avez son prédécesseur qui est dans la clin d'œil à la démarche de François Mitterrand, qui avait, ça a été repéré. Mais, on va finir par épargner un peu un président sortant qui termine son mandat. Il peut peut-être décaler, il peut peut-être aussi décaler. Enfin, ça pousse quand même. Ce télescopage est assez inédit quand même. De ce point de vue-là. Moi, je ne crois pas qu'il y ait le moindre symbole politique à voir derrière ça. Peut-être que je suis naïf et candide, mais vraiment, je ne crois pas. Je pense que François Hollande a fait la passation de pouvoir et qu'il avait prévenu qu'il rejoindrait la rue de Solferino ensuite, marchant dans les pas de François Mitterrand, en effet. Il n'y est pas allé depuis 5 ans. Il y est retourné, c'était la première fois qu'il y est retourné depuis l'élection présidentielle de 2012, en guise de remerciement. Alors, le remerciement peut être un peu cynique, en guise. Il a été quand même assez politique dans son intervention. Quand oui, mais le PS, etc. Bon, il ne faut pas non plus oublier que il a quand même rappelé les frondeurs. C'est quand même la moindre des choses. Oui, les empêcheurs de tourner en rond, qu'on leur rappelle qu'ils ont empêché de tourner en rond. Il n'y avait rien de naïf dans cette intervention-là. Mais je pense que c'est sur l'instant. Et par rapport à François Mitterrand en 1995, donc il y a plus de 20 ans quand même, la société a changé. On n'est plus dans le même type de société de communication. Alors François Mitterrand avait prononcé un discours aussi rue de Solferino, de mémoire, enfin je n'y étais pas, mais il me semble que c'était à l'intérieur, c'était pas à l'extérieur là comme François Hollande. C'est là où il avait prononcé sa célèbre, oui, tout à fait. C'est là où il a prononcé sa célèbre phrase: "Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas." Bon, mais on est dans un contexte qui est totalement différent. François Mitterrand se savait condamné, se savait profondément malade, il savait que ses jours entre guillemets étaient comptés. François Hollande, ce n'est pas le cas. Et puis, on est dans une communication qui n'a rien à voir avec celle de 1995. Marie-Virginie Klein, pour finir sur ce sujet, est-ce que, à l'heure actuelle, dans la société actuelle, c'était une erreur de François Hollande de prononcer un discours au siège du Parti Socialiste au moment même où Emmanuel Macron prononçait son premier discours de président de la République ? À mon sens, ça n'a pas vraiment un impact majeur sur l'image ni d'Emmanuel Macron ni de François Hollande. Je crois aussi qu'il est retourné rue de Solferino comme un hommage à François Mitterrand, auquel il n'a pas arrêté de rendre hommage pendant tout son quinquennat. Et d'un point de vue de symbole, je crois que c'est surtout Emmanuel Macron qui a été observé jusqu'au dernier des symboles qu'il a envoyé hier soir, où il a rassemblé toutes ses équipes, donc vraiment les équipes d'En Marche qui avaient participé à son accession au pouvoir. Il a choisi comme premier pot à l'Élysée de rassembler non pas l'élite ou les leaders habituellement présents, mais son équipe pour les remercier. Et ça aussi, je crois que c'est un symbole d'une autre génération au pouvoir. C'est-à-dire que même en termes de management, finalement, il choisit de remercier ses équipes. Et c'est un signal envoyé que je trouve, moi, assez fort. Alors, je vous rappelle, pour finir, allez-y, Olivier Roucan. Non, c'est juste pour dire, par rapport à ce thème de la régénération, il y a quand même rapidement une sociologie de ces nominations qui va se faire, des investitures à la députation, mais aussi des nominations en cabinet. Et on verra vraiment sur le cursus et le parcours des nommés s'il y a renouvellement, parce que on parle. On connaît déjà 4 noms du voilà, mais si on retrouve les énarques en cabinet, si on retrouve le même modèle que pour ses prédécesseurs, il y aura sans doute alors les premières, alors je ne sais pas si ce sont des critiques, mais remarques
sur le fait qu'on a une reproduction du système qui a été tant décrié pendant la campagne et dénoncé aussi par le président actuel. Donc ça, ce sera un point intéressant à suivre, il me semble. Oui, enfin c'est la première fois qu'on a un conseiller spécial qui a tout juste 30 ans. Ismaël Emelien, sur l'âge, il a un renouvellement certain. Voilà, oui, ça, le secrétaire général de l'Élysée à la quarantaine, ça aussi c'est assez rare. Alexis Kohler à 44 ans. Voilà. Mais l'appel d'air sur la sociologie des catégories socioprofessionnelles, sur l'atypisme de certains parcours, il est attendu. Quand sur la parité, directeur de cabinet, sur la parité. Diplomatique, on la soixantaine. Donc on voit là aussi dans le cabinet d'Emmanuel Macron, dans son début, qu'il y a aussi un mélange. Voilà. Mais il pourrait tout à fait s'ouvrir à des communicants ou des professeurs d'université. Oui, tout à fait. Alors, je vous rappelle qu'on attend toujours la nomination du Premier ministre, une nomination qui devrait intervenir dans la matinée. Cette nomination, on l'attend aussi à Matignon. On retrouve Saveria Rojek. Saveria, est-ce que les choses avancent de votre côté ? Eh bien, pas vraiment, Oriane. Bernard Cazeneuve a quitté l'hôtel de Matignon il y a 1 heure maintenant. Il n'est toujours pas revenu. Alors, il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup d'allées et venues depuis tôt ce matin à Matignon. On a vu passer un camion de déménagement. La garde républicaine qui était en place est finalement parti. Et puis surtout, on a aperçu Bernard Cazeneuve, un Bernard Cazeneuve très souriant, très détendu, qui raccompagnait des invités et est venu dire quelques mots à la presse. Quand on lui a demandé s'il connaissait le nom de son successeur, il a répondu « Je respecte les institutions. Ce n'est pas moi qui nomme le Premier ministre ». Bernard Cazeneuve qui n'est donc toujours pas revenu à Matignon. Il serait allé voir un ami, c'est ce que nous dit son service de presse. Voilà en tout cas ce que l'on peut dire, Oriane, de l'ambiance devant l'hôtel de Matignon. Merci beaucoup, Saveria. Vous n'hésitez pas à intervenir si toutefois les choses bougent de votre côté. Alors, on a beaucoup parlé pendant cette émission du favori Édouard Philippe, mais il n'est que favori, il n'est pas encore nommé. Il y a d'autres noms aussi qui circulent. Quel pourrait être le profil, le Premier ministre, si toutefois il y a une surprise et qu'Édouard Philippe n'est pas nommé ? Alors, à ce jeu, on est sûr de perdre. Mais allez-y, tentez quand même, Olivier Rouban. Il y a plusieurs profils, évidemment, dont on a parlé. À commencer par François Bayrou, qui, marqué à droite, est quand même plus centriste qu'un Édouard Philippe. Donc, il ouvre, mais en plus, cela peut en faire un centre de gravité, puisqu'il a le MoDem. Il faudra bien aussi que le futur Premier ministre soit en accord avec le MoDem qui va peser dans la future majorité. Donc, bon, François Bayrou est une hypothèse, il a l'expérience. Aux critères de renouvellement. Je rappelle qu'il y a trois critères selon Emmanuel Macron, l'expérience parlementaire, la compétence, le renouvellement. Le renouvellement, encore une fois, comment si on avoir part dans l'hypothèse de l'expérience avec du renouvellement. Alors, j'essaie de jouer à votre jeu, et nous essayons tous, mais il contrebalance quand même par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure. Il rassure sur le plan de l'âge et de l'expérience. Et Emmanuel Macron monopolise l'incarnation de la régénération. Donc on est bien là dans un binôme qui est complémentaire. Ensuite, il y a d'autres noms qui sont donnés, mais je vais laisser... Jean-Philippe de Rosière. Alors, j'ai très envie de jouer à ce jeu. Au risque de vous décevoir, je ne donnerai aucun nom parce que je ne veux pas faire de pronostics et puis on perdrait de toute façon. En revanche, sur François Bayrou, en effet, il aurait presque tout pour lui. Si on reste dans le jeu classique des institutions, le théorème Carcassonne que j'évoquais tout à l'heure, où le premier Premier ministre d'un quinquennat n'est jamais une surprise parce qu'il s'impose au président, il a contribué à sa victoire, c'est Gérard Collomb ou François Bayrou, et s'il veut faire une ouverture sur la droite, c'est François Bayrou qui l'a rallié, qui lui a apporté, qui a crédibilisé sa campagne, et voilà. En revanche, François Bayrou a, à mon sens, deux éléments qui le mettent en difficulté, deux entraves. C'est effectivement, il n'incarne pas le renouvellement que voudrait Emmanuel Macron, mais il rassure, à voir. Et en revanche, je crois qu'il a, en toute cause, grillé sa place avec son coup de poing sur la table de cette semaine par rapport aux législatives. Effectivement, il a défendu sa famille politique, mais il s'est montré presque, non pas en opposant, mais en coucou, j'existe. Et ça, rappeler ça à un président de la République qui veut rester le maître des horloges, le maître du temps, le maître des institutions, c'est certainement pas la mesure qu'il fallait prendre. Je crois que sur ce point-là, les torts sont partagés quand même. C'est une autre affaire. C'est-à-dire que, en tout cas, pour arriver à Matignon, je pense que s'il a fait ça, il ne peut plus... Refaisons le film. Il y a cette alliance avec le MoDem passé entre François Bayrou et Emmanuel Macron.
la veille de l'annonce des candidatures, crispation, le soir même de l'annonce des candidatures En Marche, coup de gueule de François Bayrou, qui n'y retrouve pas son compte, qui ne retrouve pas ce qui avait été dealé, dit-il, avec Emmanuel Macron. Ils étaient partis pour, grosso modo, une centaine de circonscriptions, avec une centaine de candidats MoDem investis. À l'arrivée, il n'y en a que 35 le jeudi soir. C'est quand même sous-estimer et ne pas se souvenir du caractère de François Bayrou que de vouloir passer en force. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a vécu une vraie traversée du désert. Et si on pense dans l'équipe d'En Marche que la promesse d'un poste ministériel peut lui faire renoncer à tout, c'est quand même mal le connaître. Et là, je pense qu'il y a quand même une erreur de jugement, peut-être des deux côtés. Personne n'a dit, on n'avait jamais eu dans la presse, que l'accord entre En Marche et le MoDem, c'était une centaine de circonscriptions. C'est François Bayrou qui le dit. C'est pas non plus démenti de l'autre côté. Mais quand vous travailler sur ce sujet-là, ce que j'ai fait en coulisses, je peux vous dire que les commentaires chez En Marche sont pas du tout amènes. Et on lui dit, vous êtes gentil, le MoDem, vous ne pesez rien, vous n'êtes même pas en mesure d'avoir une centaine de candidats, donc il va falloir aussi descendre d'un ton. Et du côté du MoDem, en coulisses, encore une fois, on vous dit, mais attendez, En Marche, ils vont vouloir faire la majorité absolue sans nous. C'est-à-dire, et être moins dépendant à l'égard dans le jeu politique dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous avez un groupe MoDem affaibli et vous avez un groupe En Marche un peu plus fort, vous êtes beaucoup moins dépendant. Donc la relation n'est pas du tout la même. Et là, on a pu, résultat des courses, vous avez eu le MoDem et En Marche qui ont été dans une forme de marchandage en bonne et due forme. Mais s'ils veulent un groupe politique à l'Assemblée nationale, ils ne peuvent pas être investis En Marche, puisque le deal, c'est si vous êtes investi En Marche, vous siégez dans le groupe En Marche à l'Assemblée nationale. Oui, non, mais eux, ils ont dealé un groupe. Ils veulent, s'ils ont dealé un groupe, ils ne peuvent pas être sur la liste des investitures de En Marche. Si, parce que il restait 149 circonscriptions libres, et peut-être qu'il y a eu un malentendu. Mais c'est là où l'arbitrage a eu lieu. Mais sans le coup de gueule de Bayrou, cet arbitrage-là, manifestement, n'existe pas. Et quand vous partez avec 35 ou 40 circonscriptions, un groupe, c'est 15. Pour constituer un groupe à l'Assemblée nationale, vous partez beaucoup plus mal que si vous partez avec 100. Et là, vous risquez d'avoir peut-être une vingtaine, une trentaine. Mais si vous partez d'entrée de jeu à 35, vous n'êtes pas sûr de faire un groupe à l'arrivée. Alors, on a parlé d'Édouard Philippe, de François Bayrou comme potentiel Premier ministre. Marie-Virginie Klein, il y a aussi des noms de femmes qui circulent pour parce occuper... qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il préférerait une femme. Idéalement, il souhaiterait une femme. On a notamment deux noms, ceux de Sylvie Goulard et d'Anne-Marie Idrac. Voilà, alors deux femmes qui seraient... Alors effectivement, peut-être que la technique de la rumeur est aussi faite pour attirer notre attention vers quelque chose d'autre et créer une surprise, et une surprise qui serait à la faveur d'une femme. Effectivement, Anne-Marie Idrac, grande chef d'entreprise, qui créerait là... À la SNCF notamment. La SNCF, et qui créerait un espèce de coup de tonnerre dans ce gouvernement. Une femme qui a l'habitude de... Deux fois secrétaire d'État sous Jacques Chirac et sous Nicolas Sarkozy. Donc son nom a beaucoup circulé, il a circulé même avant celui d'Édouard Philippe. Donc voilà une surprise qui aurait en plus l'avantage de remplir la case de la parité qui n'est pas mentionnée dans les critères d'Emmanuel Macron. Et effectivement, Sylvie Goulard, députée européenne, qui a aussi le vent en poupe, dirons-nous, dont, d'après ce qui se dit, mais la place dans le gouvernement serait quasiment assurée. Au poste de Premier ministre, les choses sont vraiment incertaines, mais pourquoi pas une femme? Je ne sais pas si c'est un pari ou un souhait, mais effectivement, ces noms-là circulent et n'effacent pas totalement leur... On sait, Sylvie Goulard, députée européenne, Emmanuel Macron a mis l'Europe au cœur de sa campagne, mais est-ce qu'elle aurait l'expérience parlementaire nécessaire pour conduire une majorité ? On peut sur tous ces portraits que nous faisons rapidement noter les forces et les faiblesses de chacun. Et ce qui apparaît à propos de Sylvie Goulard, c'est en effet le fait qu'elle n'ait pas un ancrage auprès du Parlement et qu'elle n'ait jamais piloté véritablement, ne serait-ce que quelques réseaux de députés. Mais ceci étant dit, il faut avoir en tête le renouvellement du personnel de l'Assemblée nationale qui va être très fort du fait de la loi sur le non-cumul. Donc on peut penser que de ce point de vue, même s'il y a besoin d'une expérience pour connaître les arcanes du fonctionnement de l'Assemblée, en termes de management, le terme que nous pouvons reprendre de ces nouveaux parlementaires, il y aura peut-être une marge de manœuvre qu'il y a moins lorsque on est confronté à des parlementaires chevronnés qui ont déjà 2 ou 3 mandats derrière eux. Voilà, donc de ce point de vue, ça peut être compensé.
Juste une anecdote sur Sylvie Goulard. Hier à l'Elysée, si vous avez regardé les images, Emmanuel Macron, quand il a fait le tour pour serrer les mains des invités, a été particulièrement chaleureux. Il lui a tenu longuement la main. Alors, je ne suis pas un spécialiste, mais peut-être que ça signifie quelque chose, j'en sais rien. Vous disiez que sa place était pratiquement assurée au gouvernement. En tout cas, il a été ostensiblement très chaleureux avec elle. Et juste après, je crois qu'il a croisé François Bayrou et qu'il a mis une petite tape sur la joue. Voilà, donc... il ne serait pas au gouvernement. Peut-être pour lui dire, maintenant, il va falloir arrêter avec ces histoires de circonscription. Il va falloir rentrer dans le rang. Est-ce que c'était un rappel à l'ordre ou un geste plus amical pour lui dire bon ça y est c'est réglé, voilà, on verra. Jean-Philippe de Rosier, il nous reste une minute. On attend toujours la nomination de ce Premier ministre qui devait normalement intervenir tôt dans la matinée. Qu'est-ce qu'il faut voir dans le fait que cette nomination tarde? Est-ce que c'est peut-être de nature à créer un doute, à insinuer que tous les réglages n'étaient pas faits? Là, effectivement, il est bientôt 11h30 et je crois que c'est plus seulement la maîtrise des horloges. Il y a peut-être un petit problème quelque part. Alors, est-ce que Édouard Philippe finalement a dit non? Ça, on ne le sait pas. Ou alors, est-ce qu'il est vraiment tenaillé par François Baroin et Alain Juppé d'un côté qui essayent de le forcer, mais il a très envie de dire oui? Est-ce qu'on se fourvoie totalement et qu'en réalité, c'est une autre personne qui hésite ou je ne sais pas. Mais à mon sens, il se passe quelque chose de plus que simplement la volonté de faire durer le suspense. Alors, on va attendre toujours cette nomination du Premier ministre. Merci à tous les quatre d'avoir commenté pendant 7 heures cette possible nomination. Et puis, on se retrouvera bien sûr en direct si toutefois cette nomination intervient dans la matinée. On suivra également en direct la passation de pouvoir. À tout à l'heure.